Ouais, rebonjour les amis. Écoutez, on est à République, juste à côté de République. On n'arrive pas à rentrer dans République parce que tout ça c'est nassé. Et l'affaire c'est que bon, il y a les street medics qui essayent de réparer des gens. Il y a plein de petits feux qui brûlent à peu près partout. Et bon, c'est chaud, hein. Sur République, les mecs ils sont nassés et ça se passe mal pour eux. Nous on est à l'extérieur en fait du cordon, vous voyez tous les CRS, beaucoup de monde, des gilets jaunes quand on levait les gilets jaunes et qui sont à l'extérieur, qui veulent rejoindre les collègues à l'intérieur. On a rencontré tout à l'heure des gens qui étaient architectes et donc forcément on avait des questions rapport à Notre-Dame. On va essayer de les retrouver. Bonjour citoyenne. Oula, une belle croix. Justement, on est dans la thématique Notre-Dame. Donc, on est bloqué, on est partie nord de Notre-Dame, de la République. Et on va parler justement de Notre-Dame avec une dame. Bonjour citoyenne, je prends la tête ou pas? T'es parisienne? J'habite juste au-dessus. Alors il faut que tu portes la voix parce que mon téléphone et mon micro sont pourris. D'accord. J'habite juste au-dessus d'ici. D'accord. Et t'es architecte, tu m'as dit tout à l'heure? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Notre-Dame? T'y as été? Alors j'ai des amis qui m'ont prévenu que Notre-Dame était en flammes. Et du coup, comme j'habite au 4e étage sur les hauteurs, j'ai pris mon vélo pour aller voir. Ouais. C'était noir de monde et je me suis mise sur l'île Saint-Louis. Ouais. Donc j'avais toute la face est de Notre-Dame. Donc la flèche était déjà tombée quand je suis arrivée. La flèche était déjà tombée. Était tombée et on a été donc vraiment c'était des flammes ocre jaune. Parle fort, parle fort. Des flammes ocre jaune. C'était dantesque. C'était même difficile à croire, même en étant sur place. Alors c'était une structure en bois de chêne, c'était du chêne plein. C'était. J'ai un ami qui est architecte aussi qui avait fait la visite de chantier et qui m'a dit que les poutres les plus petites faisaient 40 cm par 40 cm. Du 40 par 40 en bois plein. Plus petites. En bois plein. En plus petites, voilà. Et c'est du bois ultra sec. Et ça, pour mettre le feu à ça, c'est compliqué. Certains disent même que c'est impossible. Voilà, que c'est un des matériaux les plus résistants au feu, le chêne, plus que le béton et l'acier. C'est quand même assez troublant. Et ça, c'est une parole d'architecte, les amis. Hein. Ouais. Et puis donc des moyens assez dérisoires de là où on était par rapport aux flammes de l'enfer qui étaient devant nous. Vraiment, on avait l'impression. Alors, j'ai pas vu tout le travail des pompiers, hein, mais de là où on était, on sentait que c'était un peu dérisoire de voir quelques lances autour, mais pas grand-chose. Ils auraient pu faire quoi? Ils auraient pu faire plus? Vraiment dans l'impuissance. Ils auraient pu faire plus ou pas? Parce qu'un Canadair, ça aurait fait écraser la structure. Les hélicoptères, ça aurait... En tous les cas, il y avait ces flammes vraiment d'un jaune, d'un ocre jaune incroyable, et une fumée jaune incroyable. Mais enfin, que tout le monde a vu. Une fumée jaune. Mais quand on fait des feux de bois à la campagne, la fumée, elle n'est pas jaune. Non. Quand il y a de l'eau, ça fait blanc. Ouais. Quand le bois est humide, ça fait blanc. Après, quand il y a la haute température, ça peut faire du gris ou du noir. Et la rapidité avec laquelle ça s'est embrasé est très perturbante. Moi, j'avoue aussi que l'état des échafaudages qui sont restés quasiment intacts au-dessus m'interroge. En tant qu'architecte, hein, on répète que tu es architecte, c'est ton métier. Si on en croit à la version du 11 septembre, les poutres en acier qui étaient balèzes ont fondu au bout d'une heure. Alors là, effectivement... je ne suis pas spécialiste en structure métal, mais... Toi, tu es architecte Moi, je suis architecte, j'ai pas de spécialité. D'accord, mais c'était intéressant d'avoir ton témoignage, ton point de vue en tant qu'architecte, voilà. En tant que gilet jaune. Et beaucoup d'émotions. Parce que tu es chrétienne? Alors, je suis catholique, je me suis éloignée de ma religion à une époque et je suis en train d'y revenir en voyant comment le monde, comment on est... attaqué en tant que catholique et tout ce matérialisme délirant me fait revenir petit à petit
vers des valeurs chrétiennes et je pense qu'en effet... Mais des valeurs chrétiennes, pas les cardinaux avec des bagouses, avec des jupes oranges, etc. La parole du Christ. Voilà, à la base, quoi. D'accord. Voilà. D'ailleurs, j'ai des frissons en parlant. Merci en tout cas de ton témoignage. On a un autre gilet jaune qui est bleu aujourd'hui. Qui est bleu. Toi aussi, bonjour, tu es architecte? Non, moi je suis responsable d'un bureau d'études spécialisé en analyse de structures de bâtiments mixtes, c'est-à-dire les bâtiments bois, béton, acier. Ah merde, ah oui d'accord, c'est un gros niveau ça. Non, pas spécialement, enfin, disons qu'on produit des notes de calcul pour construire les bâtiments, tout type de bâtiments. Et notamment des notes de calcul concernant les résistances des matériaux à l'incendie. Ah oui, là on est pile poil dedans là. On peut penser que oui. Alors, toi en tant que gilet jaune, qui n'a pas de gilet jaune, hein, non. Il est caché pour des raisons évidentes de sécurité, puisque quand même c'est assez chaud partout. Est-ce que tu peux parler super fort parce que le téléphone est pourri et le micro est encore plus pourri que le téléphone, donc t'imagines. D'accord, donc on va essayer de parler très fort. Enfin, il y a beaucoup de bruit là, ça va pas être facile. Ouais, pas mal de grenades derrière, ouais. Dis-moi, par rapport à Notre-Dame, t'en penses quoi avec ton expérience professionnelle? Comme le disait notre gentil ami architecte, là, il est peu probable que ce soit un incendie accidentel. Pourquoi ? Tout le monde le sait fort bien, en tout cas les gens qui habitent la campagne, que de mettre le feu à une bûche de 400 de section avec une allumette, c'est quasi... Donc c'est 40 cm au minimum, hein. 400 voilà, c'est 400 mm, c'est ça. 40 cm de section, mais voilà. Ça c'était ce que nous a dit la collègue là. Elle a tout à fait raison. C'est les pièces les plus petites. Hein. C'est les plus petites. Bon déjà, rapidement pour les non-initiés, les non-ingénieurs, vous mettez une bûche dans votre cheminée d'une section de 400 et vous essayez de l'allumer avec une allumette. Si vous n'avez pas de comburant, vous n'y arriverez pas. Même avec de la petite brindille, c'est quasiment impossible. Qu'est-ce que tu entends par comburant? C'est quoi un comburant? Pour assurer l'auto-allumage d'une bûche de chêne de ces sections-là, avec une allumette, vous ne pouvez pas y arriver. Par contre, vous y arriverez à condition de monter la bûche à environ 2000 degrés. Plus de 2000 degrés? Il faut que la bûche de chêne s'enflamme au moins à partir de 2000 degrés spontanément. Bon, pour ça, il vous faut un produit particulier. Alors maintenant, deuxième chose. 2000 degrés, c'est quoi? C'est de l'essence? C'est quoi? On va y venir. Alors chacun, tout le monde a regardé la télé. À la télé, je suppose, la cathédrale brûlée. Tout le monde a remarqué ces concentrations de flammes jaunes. Tout le monde sait très bien, quand vous faites un barbecue ou un feu de cheminée ordinaire avec du bois ordinaire, vos flammes sont rouges. Quand la température monte, il se peut que la base de vos flammes soit bleue aussi, mais ça vient uniquement du gaz qui s'échappe. Ça, c'est un chalumeau. C'est un chalumeau, ça. Non, un bois bien chauffé, il peut dégager des flammes bleues, mais à sa base, ensuite, elle devient rouge. Mais en aucun cas, les flammes peuvent être jaunes. Alors, pour avoir des flammes jaunes, il faut utiliser la thermite. Alors, la thermite, c'est quoi ça? Alors, la thermite. Alors, je sais pas, on va pas être trop technique. Mais si, parce qu'on va chercher, sur Wikipédia, t'inquiète. J'explique brièvement. Thermite, T-H-E-R-M-I-T-E, voilà, c'est ça? Ça vient de thermofusion, etc. Donc, on a affaire à la thermofusion. Alors, excusez-moi, il y a beaucoup de voitures, ça klaxonne, j'essaie de me concentrer. En gros, la thermite, c'est un composé chimique qui permet de... Alors, c'est un composé chimique avec plusieurs associations. En général, c'est une base de rouille de fer, en réalité, en vrai. Il y a du fer, ok, qui va s'oxyder, c'est ça? Il y a un fer qui va s'oxyder. C'est comme l'aluminothermie pour les gars qui travaillent sur les rails, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, ce procédé-là a été inventé par un certain Goldschmidt en fin 19e siècle pour souder les rails de chemin de fer. Aujourd'hui, on a amélioré ce procédé-là. On continue toujours à l'utiliser pour souder les rails de chemin de fer entre elles aux jonctions. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, un certain industriel que je ne vais pas nommer a réduit la thermite à la taille d'une nanométrique. C'est-à-dire que avec la poudre en fait est tellement fine. La poudre est tellement fine que elle devient concentrée dans un simple préservatif humain pour donner le truc. Vous pouvez faire brûler un appartement entier. Alors tu es en train de me dire que si tu mets de la thermite tellement fine, c'est de la nanothermite alors, hein? C'est ça, ce qu'on appelle de la nanothermite? L'armée est en train de développer ça en ce moment même et en France. D'accord, de la nanothermite et dans un volume aussi réduit
qu'un préservatif humain, Par exemple. quelle que soit la taille du monsieur. Bon, bref. Voilà. Alors, rapidement, pour mettre le feu à ça, vous prenez le principe de la dynamite. Vous avez une mèche, vous mettez le feu à la mèche et l'explosif secondaire qu'on appelle la dynamite explose. Le problème de la thermite, c'est qu'elle a besoin d'une forte chaleur, elle a besoin d'une mèche de forte chaleur pour exploser. Si vous lui mettez une mèche de dynamite, ça ne marchera pas. D'accord. Donc, l'armée emploie des cordons de magnésium. Des cordons de magnésium. Alors là, c'est de la flamme blanche, non? Alors, je vous explique. Il y a une vidéo qui existe sur Internet où on voit quelqu'un, une ou deux personnes, manipuler des espèces de guirlandes qui reflètent, qui ressemblent à un petit peu à des éclairs. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, je peux vous l'envoyer. Alors ça serait du magnésium, c'est ça? Non, ça serait les cordons de magnésium qui servent à allumer la thermite. Donc faire monter la température suffisamment haut pour que la nanothermite, la poudre tellement fine, puisse commencer à produire une telle chaleur qu'on touche les 2000 degrés et que le bois commence à brûler, c'est ça? On peut aller jusqu'à 3500 degrés avec la thermite. 3500 degrés avec la thermite. 3500, c'est énorme. Et alors ça, c'est du matériel que... L'avantage de la thermite, c'est qu'elle n'explose pas. Mais ce matériel-là, c'est pas un matériel qu'on trouve à Point Bâtiment, à Point... Il y a des vidéos sur Internet qui expliquent comment la fabriquer. Hein. Il y a des jeunes sur Internet qui le fabriquent dans leur cuisine. Ouais. D'accord, Véridique. d'accord. Et elle marche. Elle est peu puissante, c'est vrai, ça veut dire elle est peu puissante, mais c'est puissante pour transpercer du verre. Quand même. Faire fondre du verre, quand même, faut y aller. Donc, l'affaire, c'est que tu es en train de nous dire qu'il y aurait eu, d'après toi, en tant que spécialiste, puisque rappelle-nous ta profession. Je suis dirigeant d'un bureau d'études spécialisé en notes de calcul en structure bâtiment mixte, c'est-à-dire béton, acier, bois. Donc c'est ta partie. Hein. On fait des plans, on fait des notes de calcul qui déterminent les degrés de résistance aux incendies des matériaux. Et donc vous avez dans vos notes et plans de calcul intégré l'hypothèse thermite, nanothermite avec ses mèches de magnésium. On peut faire des calculs avec cette base-là, tout à fait. D'accord. Donc toi, avec ton expérience professionnelle, tu dis que Notre-Dame, pour que des poutres minimum de taille 40 cm par 40 cm puissent prendre feu et avoir cette couleur au niveau des flammes, rappelle-nous la couleur des flammes qui était jaune, enfin la fumée était jaune. Écoutez, moi j'ai un grand nombre de photographies en haute définition. On va peut-être bouger parce que les Schmitt, ils ont l'air nerveux, ils montent du doigt, donc c'est pas bon quoi. On peut peut-être aller par là, c'est plus calme pour finir. Alors, on va bouger un petit peu. Ah, excusez-nous, on est dans une interview super intéressante, mais comme les flics sont assez nerveux et on voudrait pas se prendre un flashball dans le coin de la tête. Bon, là je crois que c'est tranquille. Hein. Ouais, on va se poser. Tu me back up, Ouais. hein, tu ouvres tes yeux. Ouais. Où on en était? Oui, alors donc la thermite, elle est assez facile à reconnaître. Hein. Vous allez tous sur YouTube et vous regardez des petits jeunes qui font des démonstrations thermiques. Vous allez voir que les femmes sont intensément jaunes. C'est ce qu'on a vu à Notre-Dame. Bah moi j'y étais pas. J'ai vu Toi, que t'as vu des flammes. Oui, jaune. Pas tout le monde les avait. Ocre jaune. Ocre jaune, ocre jaune. Voilà. Bon bah ça vous pouvez l'obtenir qu'avec la thermite hein, et rien d'autre. Hein. Donc pour toi, il y a des mecs qui ont foutu le feu. Et je ne peux pas dire ça, mais pour moi ce n'est pas un incendie accidentel. C'est pas un court-circuit? Je ne sais pas, mais ce qui a retenu mon attention, c'est ces flammes jaunes et la vitesse de propagation de l'incendie. Je ne peux pas dire c'est un tel qui a mis le feu. Non, mais est-ce qu'une installation électrique défaillante, un court-jus comme on peut en avoir à la maison, est-ce que ça peut foutre le feu? Mais non, vous avez tout un système de fusibles et de plomb dans vos armoires à plomb, etc. Et lorsque Monsieur Mouton, d'ailleurs Monsieur Mouton qui est l'architecte en chef, qui était l'ancien architecte en chef de Notre-Dame de Marie, que je connais bien parce que je fais la restauration avec lui des 2 fontaines de la Concorde. Et tu penses qu'on pourrait faire un live avec lui? Avec Monsieur Mouton? Ouais. Bah, pour l'instant, c'est pas gagné parce qu'il est terrorisé, hein, je peux vous le dire. Hein. Ouais, mais on lui mettra une cagoule. Il est terrorisé, on lui mettra une cagoule 3 trous. Je l'ai appelé, il veut plus parler. Hein. Il est mort de peur, hein, je vous le dis. Ah oui. Ça va être très compliqué. Bon, on peut essayer. Ok, on va essayer. Les amis, pour la prochaine fois, on va essayer d'avoir, comme notre ami Gilet Jaune, en bleu aujourd'hui, nous le dit, on va essayer de faire une interview avec monsieur le citoyen Mouton, qui était... Qui était l'architecte en chef de la cathédrale, de la restauration de la cathédrale de Notre-Dame en 2010.
Voilà, jusqu'en 2010, hein, c'est ça? Oui. Et pendant une dizaine d'années apparemment. Et ben là, il est à la retraite maintenant. Il est à la retraite. Ouais. Donc on va essayer de faire le live avec lui. Si tu peux nous trouver après Mais ses il coordonnées. a déjà répondu à ces questions, Oui, mais c'était officiellement que c'est impossible. Mais Il c'était l'a déjà LCI, fait. c'était LCI. Là, on va Il se l'a mettre déjà bien, fait. on va se mettre dans un café, t'inquiète, Ouais, on aura ouais, le temps de ouais. développer. En tout cas, est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, en tant que témoin au Nous, niveau de la télé? Moi, je parle toujours en tant qu'ingénieur calculateur. Pour nous ingénieurs, ce n'est pas possible. L'auto-inflammation des poutres, on ne connaît pas ce phénomène-là, à moins que ce soit un phénomène surnaturel. Ce n'est pas Ah, t'es possible. complotiste, citoyenne. Ça y est, elle nous parle de World Trade Center. Ça y est, Donc, ça repart. si on nous dit que c'est un accident, c'est de l'auto-inflammation de poutres chênes qui ont 850 ans. Mais c'est dingue parce que Notre-Dame a résisté pas possible. à une révolution, à la Commune de Paris, C'est pas à 5 révolutions en fait, à une guerre civile, à 2 guerres mondiales, et ça brûle maintenant. Ouais. Donc Moi, pour toi, en tant que citoyen, tu penses que c'est un signe, que c'est la fin d'un monde, que on a des incompétents, on pense à Hidalgo, on pense à tous les mecs qui sont payés très cher avec notre pognon hein, pour conserver notre patrimoine et qui finalement ont laissé faire. T'en penses quoi? J'en pense pas grand chose. Moi, je suis un calculateur, donc je suis plutôt un cartésien. Pour moi, il y a des causes, il y a des effets. Ce que je veux dire par là, pour en revenir à l'église Notre-Dame, nous, en tant qu'ingénieurs, oui, ça nous perturbe beaucoup. Surtout, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de dire qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, quoi. Eh ben, C'est t'as le droit l'impression que ça nous aujourd'hui donne. chez les Gilets jaunes Ouais. constituants, mon ami. Ouais, ouais. Ah où? Personne ne Donc, nous dira qui interviewer. Et aussi techniquement au niveau des... Moi j'ai suivi cette affaire-là à la télévision heure par heure dès que l'incendie s'est déclaré. L'argent tombait l'argent commençait déjà à tomber pour la reconstruction, lorsque l'incendie n'était même pas éteint. Et ils veulent reconstruire Ça, comment? c'est- Est-ce qu'ils veulent reconstruire à l'identique? Alors justement, nous on a retrouvé, je dis nous, mon bureau d'études, on a retrouvé quand même une partie de ce dossier-là parce qu'on avait été consulté à l'époque pour la restauration de l'église Notre-Dame, nous aussi, il y a À quelle en époque? 2010. 2010, d'accord. Alors les consultations c'était certainement 2008 à mon avis ou 2009, quelque chose comme ça, c'est bien avant, où on retrouve une photo d'une maquette qui avait été refusée par la ville de Paris. Et dans cette maquette-là, on voyait tout le toit supprimé, transformé en parvis pour les touristes. Attends, qu'est-ce que tu es en train de nous dire, citoyen? C'est que toi, dans ton métier, en 2010, tu as vu passer une maquette de Notre-Dame de Paris avec un toit tout plat. Exactement, qu'ils appelaient le parvis à touristes. Et d'ailleurs, En 2010, les amis! la flèche avait... Alors, faut que je vérifie, mais il me semble que la flèche sur cette maquette-là n'existait plus. Faut que je vérifie mes dossiers. C'est ancien, hein, C'est énorme comme piste, c'est énorme! Vérifier avant. Et tu sais ce qu'on va faire? Laissez-moi vérifier. Écoute, on va rester en contact, on Mais va il rester me en contact tous les deux semble que la flèche et on va n'existait débriefer pas ça. dans cette maquette. Moi j'ai vu des Mais laissez-moi vérifier, concours hein. d'architecture. J'ai pas étudié la question, donc je vais être prudente. En tout cas, il y a déjà eu des concours d'architecture vers, je ne sais plus quelle année, il y a quelques années. Parle fort, hurle. Pour faire des projets sur le parvis Notre-Dame et réaménager. Alors le parvis c'est devant, mais c'est pas le toit. Alors Moi, je parle du pour toit. le toit, je sais pas, hein, mais en tout cas, il y a eu des concours d'architecture qui étaient centrés autour de Notre-Dame. Les amis, il va falloir fouiller là-dedans parce qu'il y a quelque chose de très très louche et ça pue. Mais on va le Honnêtement, faire, ça pue. On va le faire. On va le faire. On va rester en contact, hein, mon ami, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Bah écoutez les amis, on a véritablement du lourd où on a un citoyen gilet jaune qui a caché son gilet jaune pour des raisons évidentes de sécurité. Je ne l'ai pas caché parce qu'on nous a obligés de sortir de voiture tellement vite que j'ai pas eu le temps de Ah oui, tu l'as l'attraper. même pas caché, d'accord. J'ai pas eu le temps de l'attraper dans le coffre. Donc lui, il bosse dans un cabinet d'architecte et il a vu passer en Je 2010. bosse, oui, je suis patron. hein. Ah, donc voilà, et c'est le patron d'un cabinet d'architecte et il a vu passer D'un bureau d'études. d'un bureau d'études, il a vu passer en 2010 un projet pour Notre-Dame de Paris avec un toit tout plat. Oui, et ils appellent mémo le parvis de Louis que je connais. Est-ce que dans les prochains jours, les prochaines semaines, est-ce qu'on pourra visiter peut-être ton bureau d'architecte ou au moins avoir de la data là-dessus, tu vois? Oui. Retrouver la data et faire un live avec toi là-dessus? Ouais, c'est possible. Excellent. Bon, on avance les amis, on avance. Ah ouh! Bon, on est toujours à l'extérieur de la NAS. Hein. La nanothermite avait été évoquée pour le 11 septembre. La nanothermite Ah bon, avait été j'ai pas évoquée travaillé pour le 11. Moi j'ai beaucoup étudié
le 11 septembre. Il parlait déjà de la nanothermite. Oui. Bah, la nanothermite, elle est très intéressante. Vous faites un tout petit trou dans un bout de bois. Il y a quand Ça même suffit. Pour mettre le truc. Mais alors, en fait, tu fais avec une perceuse portative, tu fais un trou dans le bout de bois, tu mets ta capote en fait où il y a la nanothermite, tu le mets là-dedans, tu mets le cordon de magnésium, d'après ce que j'ai compris, hein, ce que tu m'as expliqué, tu mets le cordon de magnésium et tu l'allumes comment ce cordon de magnésium? Avec un briquet et une allumette. Cette fois-ci, ça marche. À distance. Ou à distance. Avec un cordon électrique de dynamite ordinaire. D'accord. Et donc ça pourrait être allumé avec un téléphone portable. Avec un jouet d'enfant, avec tout ce que vous voulez. Ok. C'est énorme, c'est énorme. Tout ce qui fait émission-réception peut démarrer. C'est énorme. En tout cas, on va se revoir parce qu'il faut qu'on creuse ça. Hein. On ne dit pas que c'est ça qui se passait, mais on a des sérieux doutes que ce soit un petit peu passé comme ça. Bon, ok les amis. En tout cas pour nous, les ingénieurs que nous sommes ou architectes sérieux, ce n'est pas un incendie accidentel. Ce n'est pas possible. On n'y croit pas du tout. Et toi, en tant que citoyen, quand tu vois passer 850 ans de patrimoine qui part en fumée aussi vite, t'en penses quoi dans tes tripes? Bah moi je suis plus que citoyen, je suis chrétien pratiquant, je vais à la messe tous les dimanches. T'es chrétien aussi, d'accord. Donc bah oui, ça nous fait bien triste. Comme la petite dame à côté. Mais ce qui nous fait encore plus triste, c'est le peu de réaction de nos archevêques et du pape lui-même, et qui pour l'instant préfère investir des millions de dollars dans les fonds de spéculation israéliens. Ça nous fait très mal. Attends, tu nous balances un autre dossier là. Alors, le pape, d'accord? Donc c'est censé être le patron de tous les catholiques. Il fait quoi le pape? Alors pas le pape directement, mais plusieurs archevêques ont investi des fonds de spéculation, 1 million de dollars, parce qu'en plus ils investissent en dollars, allez-t-on savoir pourquoi. Le Vatican investit 1 million de dollars dans les fonds de spéculation israéliens. Maintenant on peut se poser la question... À quoi? À Gaza? Merde, ça charge. Attends, on va bouger. Faut s'occuper du gars en fauteuil. Viens, on va te faire bouger, C'est vrai qu'il y a un flic sérieusement blessé qui est passé à la télé. Bah, il y a un flic sérieusement blessé. Putain, ces cons-là, s'ils gazaient pas. Sérieusement? Je sais pas, je viens de dire ça et que c'était pas la télé en bas. Ah, ils sont nerveux là en tout cas. Bon, pour rejoindre les collègues à l'intérieur de la NAS, je crois que ça va être très très compliqué. Ou alors un gros sprint, faut voir. On pourrait faire le sprint ou pas? Écoutez, on va essayer d'avancer en vicieux et voir si on peut taper le sprint ou pas. Police assassin! Ouais, j'y arriverai pas. Il y a un double cordon, j'y arriverai pas. J'espère que vos enfants ils ont honte de vous. Ça fait avec eux, et depuis j'ai changé de... Je suis de retour, citoyen, désolé, hein, je voulais voir si c'était possible de rejoindre les collègues. Tu me back up hein, derrière sur une charge de keuf. Donc tu es en train de nous dire qu'il y a de la spéculation au niveau du Vatican sur des fonds israéliens. Alors, les mecs ils font quoi? C'est pour Gaza, c'est quoi? Je disais qu'en tant de chrétien, j'étais tout à fait attristé que la cathédrale de Notre-Dame avait brûlé. C'est ça que je disais. Et je disais qu'en parallèle... Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été choqués, qui ont été blessés à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein. Je regrettais qu'officiellement le Vatican ne donne a priori pas de dons pour reconstruire la cathédrale à l'heure d'aujourd'hui. On va se faire nasser, il va falloir bouger. Je pense. Allez, on sort. Dis-nous, citoyen. Si tu as du dossier, tu balances, hein, t'hésites pas, t'es en anonyme. T'es qu'entre amis là. Ah, je suis pas anonyme, tout le monde me connaît. Ah bon? Bon, alors, toi, t'en veux en fait à la structure de l'église catholique? Parce qu'on les a jamais vus sur les ronds-points, ou très peu en tout cas dans l'Essonne. Entre autres. Mais pour revenir à l'église Notre-Dame, vous avez plein d'entreprises comme excusez-moi, parce que plein de milliardaires donc, qui donnent des centaines de millions d'euros pour reconstruire la cathédrale
lorsqu'on s'aperçoit que le Vatican, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas donné encore un centime. Pourtant, ils sont riches au Vatican, on est d'accord. Ah bah, pour moi, ils devraient être riches parce qu'il y a à peine 15 jours, ils ont donc investi $1 million dans des fonds de spéculation israéliens. Voilà ce que je veux dire. Donc, moi, je suis chrétien pratiquant, je vais à la messe tous les dimanches, et quand je vois que le Vatican pratique comme ça, je me dis, c'est peut-être... je me demande pourquoi que... Pourquoi avez-vous fait cela lundi 15 avril à 19h? Donc voilà la question que je me pose. J'aimerais bien avoir des réactions du Vatican un peu plus soutenues. Par exemple, est-ce qu'ils vont mettre des fonds pour qu'on reconstruise Notre-Dame? C'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et Alors, savoir si Notre-Dame va être reconstruite à l'identique. Mais déjà pour le bois, c'est très compliqué parce que est-ce qu'on a des forêts, nous Oui, encore oui. en France, Oui, oui. où on peut avoir du bois Oui. minimum 40 par Vous 40? avez un grand industriel qui est prêt à céder gratuitement, paraît-il, 314 chênes du nord de la France. De nos D'accord, bois. d'accord. Donc on peut Ça- le refaire en bois, Oui, tout à fait, à l'identique, oui. mais Sans c'était quand problème. même une masse de bois colossale. Ah ouais, ouais. Bah, vous dites 315 chênes. 315 chaînes. Chaînes Mais et sur pied, c'est pas des chaînes de 30 ans. Hein. Ben non, malheureusement, ouais. C'est des chaînes de combien? Bah, un chêne, à mon avis, pour qu'il soit débitable, il faut qu'il ait 80, 90 ans. Voire plus. Hein. On pense à Colbert pour les bateaux, les plantations de chênes. Ok. Donc en tant que chrétien, toi t'en veux un petit peu à la hiérarchie chrétienne. Ben, j'en veux pas, j'amène que des constatations. J'aimerais bien que le Vatican dise, bon ben voilà, on va remettre 200 millions dans la reconstruction de Notre-Dame. Ça me plairait bien d'entendre ça du Vatican. Parce Par que exemple, en tant que chrétien. attends, si les oligarques, Sans défiscalisation. Oui, voilà, ça me parce que plairait c'est bien d'entendre défiscalisé ça, mais en j'ai pas plus. entendu. Eux ce qu'ils essayent c'est de passer d'une défiscalisation de 60 à 90%. Ouais. Et en plus on sait très bien que le grand capital, on parle des oligarques là, du gros pognon, il n'y a pas de sentiment derrière, ils en ont rien à foutre du patrimoine, c'est le veau d'or. On sait très bien que eux, leur seule limite, c'est le ciel. C'est toujours plus de profit pour du profit. Donc si les mecs mettent, on va dire, 1 milliard d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame, c'est que derrière, ils ont calculé qu'ils vont faire 2 milliards ou 3 milliards de profit. Avec des marchés publics, avec tout ça. On le sait, faut pas être dupe. Les mecs, ils vont pas mettre de l'argent pour le patrimoine. Ils ont rien à foutre de nous. Ils ont rien à foutre de notre histoire, de notre patrimoine. On est clair là-dessus. Je suis tout à fait d'accord, ils se servent de leurs dons pour imposer leur niveau social, leur position sociale, oui, on est d'accord. Et pour négocier des futurs contrats avec la mairie de Tout à Paris, fait, tout à avec l'État, etc. Oui, c'est une Il y a aussi duplicité. il y a aussi une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que la religion catholique est attaquée depuis un moment. Hein. Tout à fait, hein. Et ça s'accélère et que là, pour moi, c'est une attaque contre l'Église catholique. Si tu avais un message Je pense que c'est une pour attaque tous les de catholiques, pour tous les catholiques qui priaient et qui chantaient, tu sais, le soir de ce qui s'est passé, est-ce que tu aurais le message de rejoindre les Gilets jaunes parce que c'est le combat de tout un peuple pour la dignité? En tous les cas, il faut que les catholiques s'affirment. Parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment devenu honteux d'être catholique. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Les vertus, qu'est-ce que des catholiques au niveau de leur, Je connais des catholiques qui sont gilets jaunes. de leur vertu et de leur vision des choses, qu'est-ce que ça peut apporter de contribution pour l'instant, à une lutte qui est très horizontale. C'est une lutte pour le frigo vide, pour les fins de mois difficiles, d'étranglement, d'asphyxie des plus pauvres. Et c'est clair que la bourgeoisie française, qui est encore majoritairement catholique et pratiquante, on pense à toutes les personnes du mariage pour tous, etc. C'est la manif pour tous, c'était un symbole, une famille, etc. Qui eux étaient catholiques, avaient manifesté, etc. Ils n'ont pas rejoint en masse les gilets jaunes. On a un racisme de classe, parce qu'on est des pauvres, on est des gueux, on est des bouseux, on a la campagne, on est en zone périurbaine. Mais nous, quand on sera mort, quand on sera zombifié, quand on sera sous cacheton, c'est eux, ils vont être les prochains et eux n'ont pas les couilles. Parce que s'ils avaient eu les couilles, leur manif aurait réussi. Les 2 millions de personnes pendant la manif pour tous là. Donc les couilles, elles sont avec les gilets jaunes. Qu'est-ce que tu en penses toi en tant que catholique? Parce qu'on a un racisme de classe en France aussi. Tu le sais. Que la guerre qui nous est menée actuellement, elle revêt plein d'aspects. Et entre autres un aspect religieux, et que donc on veut à tout prix nous couper de nos racines historiques, spirituelles. Et je pense que sous toute cette couche de matérialisme qu'on voit partout, où tout est à vendre, y compris le ventre des femmes et les bébés, il y a sans doute un projet... Il n'y a plus rien de sacré, quoi. Tout est à vendre. Tout le sacré est foutu à la poubelle, mais il y a sans doute un projet religieux derrière tout ça, parce que l'argent n'est jamais qu'un moyen de pouvoir, hein, c'est pas une finalité. Tu penses à du satanisme? Oui, on peut mettre le satanisme dedans. Après,
Le satanisme, à la base, c'est l'inversion des valeurs, hein, c'est ça? Je pense qu'il faut qu'on se réveille et d'arrêter de penser effectivement, il y a le veau d'or, comme tu disais, mais que finalement, sous toutes ces couches-là, on est dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire la spiritualité, c'est sans doute le problème de fond, sans doute la vraie guerre qui nous est menée à se situer à ce niveau-là. Et donc le fait que Notre-Dame ait été brûlée est hautement symbolique. Tu penses que c'est un message clair de ces élites oligarchiques qui ne respectent finalement que le pouvoir, l'argent, qui nous pousse vers le chaos. Et qui nous poussent vers le chaos et qui essaient de nous diviser? Et qui essaie de nous diviser. Voilà, il y a toutes sortes de lectures qu'on peut faire. Hein. Est-ce que toi, en tant que catholique, tu es prête à un front de la foi avec des athées, avec des musulmans, des juifs? Est-ce que tu es prête que tous les gens de bonne volonté qui veulent le bien commun ensemble, Bien sûr, tu vois? Bien sûr. Est-ce que tu es prête à un front de la foi? Oui. Il est temps d'y aller là? Oui, il est temps d'y aller. Ouais. D'accord. On va les défoncer alors. Ouais? C'est parti. Aouh! 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 Bon, on finit sur un message d'espoir, voilà, de deux catholiques qui appellent les juifs, les musulmans, les athées, les agnostiques, enfin bref, tout le monde sincère et tout le monde qui veut travailler pour le bien commun, à se regrouper ensemble et à continuer le combat contre l'oligarchie et contre les valeurs de l'oligarchie. Et on a bien vu que ces valeurs, en fait, c'est des valeurs qui ont été critiquées de tout temps dans toutes les religions. On parle du matérialisme, de tout monétiser, de réduire tout à des valeurs marchandes. Non, nous on s'est levé pour des histoires de frigo vide, bien sûr, de fin de mois super difficiles où le 15 ou le 20, on a juste les boules de vérifier ce qui nous reste de compte parce qu'on ne sait pas si on arrivera à faire le plein de gazole. Mais derrière, c'est un projet de l'ultralibéralisme et des oligarques derrière qui vise à nous réduire simplement en variable d'ajustement économique, électoral. Et donc ça, voilà, les Gilets jaunes se battent aussi pour ça, à la fois un combat horizontal et puis un combat vertical par rapport aux valeurs, par rapport à la dignité et par rapport au bien commun. Voilà les amis, on reprendra la diffusion tout à l'heure au fur et à mesure de ces rencontres. Force et honneur, on ne lâche rien et montez des équipes bande d'enculés.